Premier temps avec Madame la députée Stéphanie Yoncourtin, malheureusement donc sera en visio, puis deux intervenants qui se pencheront sur les questions de procédure et de sanctions, et puis un deuxième temps consacré à la coopération entre les autorités. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Madame la députée européenne, de participer à ce colloque, de nous consacrer de votre temps, que je sais très précieux. Vous êtes un petit peu partout, et puis vous avez beaucoup œuvré pour l'adoption de ces textes européens que sont le DMA et le DSA. Et donc, je vais vous laisser la parole pour eh bien, exposer ce travail sur ces textes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Très bien, merci. Un grand merci Linda Arcelin et merci à l'Université d'La Rochelle pour votre invitation. J'aurais vraiment vivement souhaité être parmi vous en présentiel, comme on dit aujourd'hui, mais à contretemps, effectivement, personnel m'en empêche et je le regrette vivement. Je vous remercie infiniment. Je crois percevoir à la fois Madame Béard Touché et Maître Fourgou, que je salue parmi tant d'autres, comme on dit aussi en anglais, very distinguished speakers. Et donc, vraiment, je suis d'autant plus déçue de ne pas être à vos côtés. Mais en tout cas, je le suis là en visio et c'est aussi une des joies que le numérique nous offre, une des opportunités justement de pouvoir participer avec vous en visio. Un grand merci donc de me permettre de faire l'introduction de cet après-midi autour de sujets majeurs sur l'entremêlement, l'articulation à la fois des régulations, des régulateurs. Et ce bouleversement numérique, cette transition numérique, ou plutôt cette révolution numérique qui est un fait, une donnée qui nous concerne toutes et tous, citoyens, consommateurs, usagers, quels que soient les services d'ailleurs, administrés de collectivités locales, un bouleversement qui n'échappe à personne, qui n'échappe pas aux États, qui sont parfois considérés comme des nains auprès de ceux qu'on appelle communément les GAFAM, ces géants tentaculaires du numérique. Les institutions également y sont confrontées, les collectivités locales ne sont pas en reste. Bref, chacun doit s'adapter. Et face à ce défi qui, comme le défi climatique, dépasse les frontières par nature, est un défi mondial, eh bien, on peut véritablement considérer qu'au niveau européen, ce bouleversement a été véritablement pris en compte en 2019 lors du début de la mandature européenne actuelle qui prend fin dans quelques mois, avec véritablement ce fait que la digitalisation a été une des priorités dès le départ, vraiment, et une pièce maîtresse de la souveraineté économique ou de la souveraineté numérique. Et forte de ce constat, on avait déjà pu voir que malgré le retard qui avait été pris, 2019 c'était un peu l'an 1 de la digitalisation, numérisation en Europe, avec la volonté de fin du Far West. La Commission elle-même, alors par la voix de sa présidente, Ursula von der Leyen, avait annoncé cette organisation déjà transversale en la politique numérique et le numérique embrassant par définition de nombreuses disciplines et avec une répartition, on le voyait, un travail moins en silo, une tentative déjà de coordination au niveau institutionnel, organisationnel et à l'intérieur de la commission entre les commissaires. Le commissaire Breton, la commissaire Vestager notamment. Et je l'ai dit, beaucoup de retard avait déjà été pris. Les textes en 2019, obsolètes, ne résistaient plus du tout à l'épreuve du temps dépassé par les technologies sans cesse en évolution. Et donc, il fallait déjà appréhender cette matière qui, par nature, recoupe, et vous en avez déjà parlé, de nombreux secteurs. Et nous, pour ce qui nous intéressait, il s'agissait notamment des secteurs sur le marché intérieur, la concurrence, la protection des consommateurs, tout ça en lien avec la confidentialité et toutes les règles de propriété intellectuelle, voire industrielle également, gage également de souveraineté.
pour n'en citer quelques-uns. Et le Covid, finalement, a bousculé le calendrier européen, à la fois dans sa priorité de digitalisation, de transition digitale, mais finalement, le Covid a également eu du bon, si je puis dire, parce qu'il a mis en avant, alors c'était pas très bon pour ceux qui ont subi finalement cette toute-puissance, mis en avant le fait que les GAFAM étaient véritablement les grands gagnants de cette pandémie, avec une montée en flèche de leur puissance, du fait de l'arrêt de la possibilité d'aller dans les magasins physiques, si je puis dire, et donc des achats en ligne que nous avons toutes et tous dû par la force des choses accroître, des transactions en ligne, des consultations en ligne, et puis ce qui était l'ancêtre, en tout cas ce qui a commencé à se développer et que je continue à utiliser aujourd'hui, ces visioconférences notamment, qui ont été aussi extrêmement utiles, et pour les étudiants notamment, bien évidemment, la possibilité de continuer leurs cours alors qu'il y avait le confinement. Donc on voit bien qu'il y a eu une tentative véritablement de commencer, il y a une prise de conscience de l'importance du digital, avec une nécessité véritablement de travailler moins en silo. Et en cela, la présidence française de l'Union européenne du premier semestre 2022 a véritablement marqué un tournant. Elle a marqué une étape fondamentale. Pour rappel, elle s'est achevée à la fin juillet, elle a duré tout le premier semestre 2022. Je me réjouis vraiment du bilan qu'on peut dresser, et je veux effectivement, comme l'a rappelé Linda Arcelin dans ses propos introductifs, me concentrer sur ces deux textes qui constituent vraiment l'essentiel de l'arsenal législatif, de l'ossature numérique de l'Union européenne en matière de digitalisation, à la fois sur les marchés, sur les contenus, sur les produits également, s'agissant de la contrefaçon, et sur lesquels j'ai effectivement travaillé au cours de la législature. On n'est pas là, c'est pas l'aboutissement, et rien n'est figé, bien évidemment, parce qu'il faut tenir compte de l'évolution des technologies et tenir compte, vous l'avez bien évidemment à l'esprit, puisque c'est l'objet des sujets de cet après-midi, de l'articulation de tous ces textes. Et peut-être en faisant un peu une espèce de genèse, enfin un petit retour sur justement le mois de décembre 2020, où la Commission européenne présente ces deux textes, le Digital Markets Act, l'acte sur les marchés numériques, et puis le Digital Service Act, et donc Digital Market Act, où j'étais rapporteur pour la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. Ce qui était déjà important en termes d'articulation et de enchevêtrement, d'entremêlement, c'est qu'il y avait déjà un souci de faire travailler ces textes ensemble, sans trop savoir comment faire, puisque le premier rapport d'initiative du Parlement européen, avant que la Commission ne propose ces textes, proposait justement et envisageait de rassembler le DMA et le DSA dans un seul et même texte. Et puis finalement, eh bien, lorsqu'on a étudié, nous, au Parlement européen, co-législateurs, avec les conseils des ministres du numérique concernés des 27 États membres, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois une articulation nécessaire entre le DMA et le DSA. Et il y avait des points communs, il y avait surtout une cohésion des textes à apporter, qui concernaient tous le numérique, qui concernaient les plateformes, mais qu'il n'était pas possible, il fallait les distinguer pour plusieurs raisons, et c'est ce qui a été fait avec, donc d'une part, l'acte sur les services numériques et l'autre, l'acte sur les marchés numériques. L'acte sur les services numériques, finalement, est venu mettre à jour notre cadre réglementaire qui n'avait pas été mis à jour depuis 2000 ans. Ne reflétait alors ni les nouveaux acteurs, ni les nouveaux usages des plateformes en ligne et leur place dans notre société et dans nos vies. Surtout, notre cadre réglementaire ne prenait pas en compte les nouveaux risques liés aux usages. La fraude, la contrefaçon, j'en ai parlé, la haine en ligne, la désinformation, autant de risques qui nuisent à la protection du consommateur, mais aussi à nos démocraties et à nos sociétés elles-mêmes. Or, on ne voyait véritablement que la face positive au départ de tous ces réseaux, de toutes ces plateformes qui nous facilitaient la vie et dont beaucoup pensent encore que tout est gratuit. Or, nous finançons tout cela à travers nos données personnelles. Grâce au DSA, c'est la fin, j'en ai parlé tout à l'heure, du Far West. Les plateformes en ligne vont devoir être responsables de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les places de marché en ligne, et c'est la fin de cette autorégulation
qui a eu ses limites, bien évidemment, à la fin de l'impunité. Et on le voit bien, le numérique fait partie de nos vies, doit répondre aux mêmes règles que celles du monde dit hors ligne. Il n'y a plus de frontières, mais ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Et concrètement, les plateformes en ligne devront être totalement transparentes concernant toutes les technologies finalement de modération, les techniques de modération. On ouvre notamment cette fameuse boîte noire des algorithmes qui régissent nos vies, comme l'a rappelé la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qu'on a eu l'occasion au Parlement européen d'auditionner à plusieurs reprises et qui, ancienne de Facebook, maintenant Meta, nous rapporte des témoignages qui sont absolument impressionnants, hallucinants, aberrants sur la façon dont parfois Facebook, maintenant Meta, est dépassé par les algorithmes, consciemment ou inconsciemment. Et donc, il était nécessaire d'agir. Et ces plateformes vont devoir maintenant se doter de ressources supplémentaires, ce qu'elles font déjà pour assurer cette modération et conformément à ce qui sera estimé nécessaire par le régulateur. Alors, qu'Elon Musk a racheté Twitter en souhaitant revenir à une totale liberté d'expression, sans limite, et en licenciant des modérateurs d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il n'est pas tout à fait en ligne avec le DSA à ce stade. Il doit savoir, et c'est le sens notamment de ce qui lui a été rappelé, qu'il ne pourra pas agir de cette façon, en tout cas sur le marché européen, et qui devra respecter nos règles dorénavant, sans quoi il devra se passer d'un marché de plus de 450 millions de consommateurs, ce qui fait réfléchir et ce qui le fait réfléchir, croyez-en, ce qu'on est en train de vivre actuellement dans le cadre des auditions et des retours que nous faisons avec la Commission européenne pour étudier la mise en conformité du DSA. Et les plateformes en ligne seront aussi responsables si elles ne protègent pas suffisamment les consommateurs des produits disponibles en ligne qui ne respectent pas les standards de protection européenne. Donc ça, c'est le DSA. Et le DMA, quant à lui, touche, vous le savez, à la régulation économique des plateformes. On est là sur un produit un peu Canada Dry. C'est un peu de la concurrence, ça ressemble, mais c'est pas vraiment. C'est vraiment le renouveau du droit antitrust qui joue ici. Le DMA permettra d'assurer ce qu'on appelle un level playing field, cette idée de concurrence loyale entre tous les acteurs en ligne, à une époque où, je le répète, une poignée d'entreprises simplement peut fixer finalement ses propres règles, asseoir leur domination, entraver l'innovation et in fine empêcher des concurrents d'accéder au marché au détriment des consommateurs. Et avec le DMA, il y a aussi une reprise du pouvoir des autorités publiques pour dire ce qui est possible de faire, de ne pas faire. Cette régulation économique est véritablement une étape importante qui va ouvrir la voie à d'autres juridictions. Et nous savons que les États-Unis, la Chine et d'autres juridictions sont très attentives à ce qui va se passer désormais quand il va s'agir et puisqu'il s'agit maintenant, après le vote de ces textes et leur adoption et leur entrée en vigueur, de les mettre en œuvre purement et simplement. Et je lui ai dit, le DMA permettra aux entreprises de se développer, d'innover, de proposer des nouveaux services et assurer des conditions équitables va aussi permettre à ce que certaines entreprises qui sont clés pour la souveraineté européenne ne souffrent plus de cette concurrence déloyale sans avoir aucun moyen de contrer les géants du numérique. Et vous savez, c'est parfois un vrai parcours du combattant pour ces entreprises d'aller devant les juridictions, devant les autorités de concurrence en charge et compétentes pour aller déposer une plainte en infraction concurrentielle, en abus de position dominante, notamment parce que ce sont également, ces géants tentaculaires sont également des partenaires qui sont privilégiés, et donc c'est très compliqué à l'heure actuelle. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, mais au cœur de ces textes, et c'est ce qui fait aussi cette question de bonne articulation et tous ces textes sur le numérique, ce sont bien les données qui sont au cœur des réglementations. Les géants du numérique sont des ogres de la donnée qui en tirent un avantage comparatif qu'il est de plus en plus difficile de rattraper, et on le voit notamment lorsque les États membres eux-mêmes veulent protéger des données sécurisées. Et cette concurrence, maintenant, doit être basée sur des principes de concurrence loyale, justement, et on ne doit plus, et sur les mérites,
alors qu'elle était véritablement biaisée par des mécanismes de concurrence déloyale. Et c'est sur ce principe que nous voulions revenir au Parlement européen en tant que co-législateur, et les contrôleurs d'accès que nous allons maintenant réguler sont ceux qui aujourd'hui ont véritablement ce rôle incontournable et qui ne sont pas traités comme tels. Et c'est là où le lien avec la concurrence aussi peut être fait. Hein. On l'a fait avec l'énergie, les télécoms, tous les autres en matière d'infrastructures essentielles. Nous le faisons aujourd'hui dans le numérique pour que ces données ne soient pas le monopole d'une poignée d'entreprises qui agiraient sans aucun contrôle. Et nous sommes aujourd'hui dans cette économie de la donnée dont chacun, citoyen, entreprise, doit pouvoir bénéficier. Et cette référence aux infrastructures essentielles, si je vous la mentionne, c'est qu'elle a été essentielle également dans notre discussion, puisqu'elle rappelle les concepts de droit de la concurrence dans les industries de réseau. Et notre travail législatif au Parlement européen, et moi en ce qui me concerne, rapporteur de la Commission des affaires économiques et monétaires en charge de la concurrence, était importante puisqu'il y avait une pression très forte pour que le dossier sur le DMA soit considéré, et d'ailleurs il l'a été, à ma plus grande stupéfaction, si je puis dire, a été considéré comme un texte rattaché au marché intérieur, avec une base légale marché intérieur qui m'a posé quelques interrogations, et en tant que rapporteur sur l'autre commission affaires économiques et monétaires, donc concurrence, on a pu appuyer sur l'interaction essentiel avec le droit de la concurrence. Et donc, je suis vraiment fière, et je pense vraiment qu'il faut qu'on le soit, parce que quand on entend nos homologues ou les autorités, par exemple américaines, qui ne parviennent pas à imposer une quelconque régulation, je crois qu'il faut qu'on soit fier de ce que la présidence française a pu finaliser en à peine 18 mois, lorsque très généralement, et c'est parfois le cas, mais la critique est souvent facile de dire que ça traîne lorsqu'il s'agit d'adopter des textes européens. Je crois que c'est doublement historique. Hein. L'Europe s'affirme encore une fois comme influenceuse des temps modernes, qui fixe les premières tendances, ensuite qui vont être suivies. Et ce fut le cas avec le règlement sur la protection des données, avec le pacte vert, et désormais avec les standards numériques pour protéger notre souveraineté. DMA, DSA ne sont toutefois qu'une un premier étage de la fusée, si je puis dire. Ils font partie d'une stratégie plus globale, plus multiple, pour assurer la transition numérique dans son ensemble. Et bien évidemment, nous devons veiller, et c'est véritablement l'enjeu à l'heure actuelle, alors que ces régulations ont été adoptées, l'enjeu, les deux principaux enjeux qui sont très importants pour nous, c'est d'une part veiller à ce qu'il y ait la mise en œuvre soit accompagnée de ressources adéquates, adaptées, en quantité suffisante, pour que ce soit une réussite. Et le manque de ressources est encore criant. À ce stade, la Commission européenne a créé ce qu'on appelle une task force qui réunit deux directions générales, la Direction générale de la concurrence et la Direction générale Connect, donc d'un côté concurrence et de l'autre marché intérieur. Et le défi est grand que ces équipes puissent travailler ensemble, en transversalité. Le rôle des autorités nationales de concurrence est également majeur. Et des équipes transnationales sont créées avec la Commission européenne, bien évidemment, pour que des autorités qui ont également l'expertise du numérique, l'autorité française de la concurrence, l'autorité hollandaise, Bundeskartellamt allemand, puissent être également invitées, associées à ces cas, et permettre de pallier, de limiter l'asymétrie de ressources avec les contrôleurs d'accès, ainsi que l'asymétrie d'information, puisqu'on voit que les contrôleurs d'accès, ces plateformes, ont véritablement développé un arsenal de ressources, véritablement de spécialistes musclés, et qui peut entraîner une difficulté à faire travailler sérieusement la Commission européenne et les autorités nationales qui sont en relais, qui sont un peu les copilotes. On a aussi d'autres problèmes qui se posent, c'est le rôle des parties tierces et ce qu'on appelle un peu les safe channels, qui ne permettent pas aux entreprises de se confier librement à la Commission européenne pour les problématiques liées aux contrôleurs d'accès dont ils sont dépendants. Et malgré les dispositions anti-contournement, on a un risque que les contrôleurs d'accès essaient de les contourner. Récemment, ça s'est fait avec Apple et l'annonce de son chargeur USB-C
qui a dit « Je veux bien être prêt et je suis prêt pour le mettre d'ores et déjà dans la nouvelle version de l'Apple téléphone 15, la version 15, mais il sera beaucoup plus lent, le fil sera beaucoup plus lent si vous me demandez un chargeur universel. » Donc ça, c'est vraiment les problématiques anti-contournement quand on sait que le DMA, avec les 6 contrôleurs d'accès qui ont été désignés, on a jusqu'à mars 2024 pour trouver des solutions sans que véritablement les solutions de ces contrôleurs d'accès n'aient pu être testées avec les entreprises victimes. Donc le succès de la mise en œuvre en Europe ouvrira la voie ou non à une régulation mondiale, on en est convaincu. Et le deuxième écueil, véritablement, qui concerne cette discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment l'objet des discussions d'aujourd'hui, cet entremêlement des régulations et des régulateurs, l'articulation de tous ces textes que nous avons aujourd'hui sur la table. On est parti du Far West en 2019 avec un millefeuille réglementaire qui pourrait être dur à digérer, et même en pleine pandémie et la guerre aux portes de l'Union européenne, ces textes ont été portés et d'autres se sont agrégés et ajoutés. Le Data Governance Act, le Data Act, l'acte sur l'intelligence artificielle, d'autres plus sectoriels, les crypto-monnaies et la révision de nos règles de concurrence, tout ça, bien évidemment, montre qu'on a un continent qui régule, mais qui doit également délivrer et se donner les moyens d'atteindre des objectifs démocratiquement fixés. Et donc, le temps de la mise en œuvre est important. Et la première articulation compliquée, c'est celle avec le droit de la concurrence. Tous les régulateurs sont un petit peu perdus. Pour certains cas antitrust en cours, la Commission est vraiment en train d'examiner. Est-ce qu'il vaut mieux une décision antitrust? Est-ce qu'il vaut mieux une décision sur le DMA? Est-ce qu'il faut les deux? Les procédures antitrust ne vont pas disparaître, mais la cohabitation avec le DMA dans le secteur du numérique est un vrai défi. Et là, le réseau européen de la concurrence aura tout son rôle à jouer. Par exemple, il n'y a aucun contrôleur d'accès dans le secteur du cloud qui a été désigné comme tel, alors que le marché est clairement verrouillé par certains acteurs. On répond qu'il y a certaines dispositions sur l'interopérabilité dans le Data Act qui permettront éventuellement d'améliorer la situation, mais l'application du Data Act, ce n'est pas avant 2025. De l'eau va couler sous les ponts d'ici là et des entreprises vont disparaître. On a aussi créé des nouvelles catégories d'acteurs dans ce qu'on appelle les très grandes plateformes, Very Large Online Platforms, les VLOPS ou les gatekeepers. Mais moi, j'ai voulu, dans un texte sur les crédits à la consommation, faire en sorte que Amazon, contrôleur d'accès, qui vendent certains crédits achetés maintenant, payés plus tard, ne puissent pas bénéficier d'une exemption, contrairement aux créditeurs traditionnels. Donc, on voit qu'il y a une nécessité d'être cohérent entre les différents textes. Parfois, les très grandes plateformes du DSA sont réutilisées dans d'autres textes. Il y a une espèce de copier-coller. Ça donne lieu à des situations ubuesques où Zalendo ne comprend pas pourquoi il serait soumis à des obligations du Media Freedom Act en tant que très grande plateforme. Et donc, on voit bien qu'il y a des calages à faire. Il y a un vrai souci d'articulation, de mise en cohérence et de sécurité juridique, bien évidemment. Moi, je rencontre souvent des entreprises où les frictions entre les nouvelles régulations, notamment avec le RGPD, sont réelles et il est compliqué d'avoir le recul nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter. Le secteur de l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle générative pose de nouveaux problèmes, notamment en matière de concurrence, avec ces accords de coopération entre big tech et start-up, qui pourraient peut-être être vus comme ces fameuses acquisitions prédatrices, qui permettent aux gatekeepers de renforcer encore leur position dominante. Donc il faut agir vite. Notre règlement IA n'est lui-même pas finalisé, il est en cours de discussion dans ce qu'on appelle les trilogues, les négociations interinstitutionnelles, commission, parlement, conseil. Et donc il faut absolument commencer à travailler. Et puis certains États commencent à mettre en œuvre des réglementations européennes. La France le fait avec son grand projet de loi numérique qui anticipe la mise en œuvre du Data Act, par exemple. Et encore une fois, ça ne participe pas à la simplification et ça peut entraîner une certaine confusion. Alors, nous le savons, l'Europe se construit à travers les crises. Je vous ai dit à quel point le Covid pouvait mettre en avant, révéler la toute-puissance des grandes plateformes et des géants, tout comme elle nous a permis d'avancer en nous disant qu'il était essentiel d'assurer une meilleure concurrence sur les marchés, et un bon nombre de tabous à sauter, notamment l'endettement en commun, l'Europe de la défense, certes en germe, la résilience de notre marché unique, sont des chantiers dont nous parlons depuis des années
et qui finalement commence à bouger. Et il me semble qu'on peut aller plus loin. Il y a des tabous à faire sauter, et notamment sur l'arsenal législatif. Moi, je pense qu'on doit aller plus loin en travaillant sur la commande publique, avec le DMA, le règlement sur les subventions étrangères. On a posé quelques jalons, mais il reste des choses à faire pour soutenir notre industrie du numérique. C'est un autre sujet, mais je voulais vous en parler pour vous dire à quel point l'Europe ne peut pas juste réguler. Elle doit réguler, oui, certes, et à bon escient, mais elle doit avoir une stratégie claire de soutien public privé au secteur et les technologies clés et investir massivement dans nos filières à haute valeur ajoutée où le leadership européen reste possible. Et ce sont des possibilités et des choses que nous sommes en train, effectivement, ici de regarder. Alors, soyons fiers que l'Europe ait pu avancer en ces temps de crise, que ce soit pour le réchauffement climatique ou la relance. Moi, je crois que nous sortons, et nous souhaitons sortir d'une Europe de la naïveté pour vraiment embrasser une Europe plus réaliste et pragmatique, fixer les règles du jeu à tous nos partenaires qui opèrent sur notre marché unique sans que cela ne se fasse et fasse de nous des protectionnistes. L'articulation dont je parlais maintenant et qui est au cœur des sujets, des discussions et débats de cet après-midi doit se faire maintenant. On s'est fixé des objectifs ambitieux et il faut à nous, à charge pour nous, d'utiliser nos outils, notre boîte à outils réglementaire comme un atout pour les atteindre plutôt qu'un frein. Alors, vous avez la chance d'avoir avec vous de nombreux spécialistes, professeurs d'université, avocats, qui vont vous montrer également à quel point la jurisprudence, à quel point les législations, l'interprétation, tout ça permet justement d'avancer à partir de règles qu'on a voulu en tant que co-législateur, également flexibles, qu'on appelle en très bon français future-proof, donc adaptées en fait à l'épreuve du temps. Et donc, pour en terminer là, je voulais vraiment vous dire à quel point ces discussions et ces débats et thématiques sont cruciales. Il y a un temps pour la régulation, et puis il y a un temps pour ce qu'on appelle l'implémentation, la mise en œuvre et l'appropriation. C'est cette deuxième jambe sur laquelle il va falloir s'appuyer. Vous signaliez enfin que je viens de publier, moi, mon projet de rapport sur la politique annuelle de concurrence au niveau de l'Union européenne. J'ai eu la chance d'être rapporteur en 2019. Lorsque justement il fallait ouvrir les hostilités, si je puis dire, et se fixer des priorités pour la mandature. Et puis à présent, c'est un peu l'heure du bilan avec certains regrets que j'ai pu affirmer dans ce projet de rapport et que j'aurai le plaisir de vous adresser. Vous pourrez consulter bien évidemment si vous le souhaitez. Et je sais que notamment notre ami Alain Ronzano s'en est fait l'écho dans sa revue. Voilà. Et donc, je voulais vous remercier, vous dire que je crois que j'ai tenu jusqu'à 14h30, puisqu'il est 14h30. Je sais combien le temps doit être important, précieux, et je remercie à nouveau Linda Arcelin. Merci à l'Université de La Rochelle pour ce bel événement. Encore vraiment désolée de ne pas être en présentiel avec vous, mais je le suis de tout cœur. Et donc, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, merci infiniment, Madame la députée européenne. Alors, nous vous inviterons une prochaine fois sur La Rochelle, l'université. Je note que le DMA, c'est du droit de la concurrence Canada Dry. Ça a tout du droit de la concurrence, mais ce n'est pas du droit de la concurrence. Et également, et je pense qu'on en reviendra, on en parlera lors de la table ronde avec les différents représentants d'autorité, la question fondamentale des ressources